Denis Morasso, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en Vendée. Nous sommes à quelques kilomètres du Puy du Fou, à quelques kilomètres de Gibaud Vendée. Ici, nous sommes chez un éleveur de gibier. Et Gibaud Vendée fait naître chaque année près de 20 millions d'oiseaux. Depuis combien de temps maintenant ? Alors, d'abord, merci de nous avoir sollicité pour répondre à cette interview. Gibaud Vendée existe depuis à peu près 50 ans. Ouais. L'activité ayant démarré dans les années 70 et a progressé par étapes, avec un moment, les 10 premières années, où il fallait apprendre à produire. On ne savait pas ce qu'était faire reproduire en faisant une perdrix, donc il a fallu apprendre. Il a fallu ensuite apprendre à commercialiser dans les années 80-90. Et compte tenu de notre organisation très particulière au niveau de notre groupe, on a pu accéder au marché export dans les années 90. Et aujourd'hui, nous commercialisons effectivement des œufs de faisane, des œufs de perdrix et des poussins d'un jour issus de ces deux espèces-là sur toute l'Europe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous arrivez à élever autant d'oiseaux? Alors, Gibaud Vendée est un groupe. Et donc tous les chiffres que je pourrais vous donner sont les chiffres du groupe. Et le premier qu'il faut retenir, c'est que nous regroupons une trentaine d'éleveurs qui travaillent pour nous et qui sont associés dans notre société. Nous avons un fonctionnement de type coopératif, mais nous avons bien une société à capitaux dans laquelle ils sont investis. Ils détiennent 80% du capital et les cadres de l'entreprise détiennent les 20% restants. Et donc très impliqués dans ce groupe. Et le groupe a pour vocation de transformer l'œuf en poussin et de commercialiser les produits issus des éleveurs, c'est-à-dire les œufs, les poussins et les oiseaux élevés par nos propres éleveurs. Donc vous avez des éleveurs qui vont donner des œufs à Gibaud Vendée. Gibaud Vendée va faire naître ces poussins de perdreaux, de faisans. Il y a 9 sous-espèces, je crois, c'est ça? Oui, il y a 9 souches de faisans, plus des perdrix rouges, des perdrix grises. D'accord. Et ensuite, une fois que ces oiseaux vont naître, ils vont partir chez des éleveurs qui, eux, vont les élever pour ensuite les lâcher pour la chasse. Voilà. 100% de nos œufs, nos poussins vont chez des éleveurs par définition. Et nous élevons environ dans le groupe 1,5 million d'oiseaux pour faire les futurs reproducteurs par exemple, et également pour réapprovisionner nos clients qui manqueraient d'oiseaux adultes ou démarrés ou adultes. Et à ce moment-là, nous élevons à peu près 1 million d'oiseaux, et là aussi ce sont des éleveurs. Et nous avons un petit marché détail, c'est-à-dire directement aux chasseurs via des clients qui nous ont confié leur clientèle parce qu'ils étaient à l'âge de la retraite ou souhaitaient se rapprocher de nous tout simplement. Alors on sort d'une année compliquée, une année de Covid donc très complexe pour le monde de la chasse. Et là, ceux qui ont été entre guillemets les plus atteints, c'est justement les éleveurs de gibier. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à structurer cette période et est-ce que vous en êtes sorti aujourd'hui? Alors, ça fait beaucoup de choses à vous répondre. Si on fait rapide historique, en fin de compte, nous on a vécu 3 crises. On a eu une première crise au printemps dernier. Nos clients ne l'ont pas vécu puisque eux n'avaient pas d'oiseaux en élevage à ce moment-là. On était au mois de mars et avril l'année dernière. Nous, on était en pleine production d'œufs à couver et de poussins d'un jour. Et là, face à l'incertitude et l'inconnu, nous sommes passés d'une prévision de plus 10% par rapport à 2019 à moins 50% en l'espace de 15 jours. Avec énormément de décommandes de nos clients, tous pays confondus, qui s'inquiétaient de l'avenir et qui avaient réduit très fortement leurs commandes. En réalité, on a terminé la saison avec un moins 30%. Et on a détruit donc des millions d'œufs parce que le cycle de production était en place et on ne pouvait pas arrêter les oiseaux de pondre et le marché avait complètement chuté. Donc cette première crise sur laquelle on n'a pas eu d'aide puisqu'il n'y avait que quelques éleveurs concernés, quelques groupes comme le nôtre et très peu d'impact médiatique. Après nous avons vécu une deuxième crise qui est la crise deuxième confinement de novembre avec l'influenza conjuguée. Et là ce sont les éleveurs qui élèvent des oiseaux adultes et tous nos clients qui ont été à l'arrêt pendant 1 mois. Avec un redémarrage très poussif début décembre. Et là, effectivement, nos oiseaux qui étaient prévus pour réapprovisionner nos clients sont restés dans nos volières. Et il a fallu gérer ce stock de façon un peu compliquée. Et on s'est beaucoup bagarré pour finir la saison à zéro, avec des clients en difficulté qui avaient du mal à nous régler. Donc on a vécu vraiment une période très compliquée. Et pour répondre à votre dernière question, est-ce que c'est derrière nous ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a dimensionné l'entreprise en fonction de la crise, même si on ne savait pas trop ce que serait 2021, mais on est loin des volumes de 2019. On est plutôt sur les mêmes volumes que 2020, avec une toute petite reprise, mais la crise ayant tellement violente qu'on a beaucoup de prudence de nos clients qui ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu et qui ont réduit leur volume de mise en place.
Est-ce que vous avez été aidé et notamment est-ce que Interprochasse a pu vous soutenir justement pendant cette période? Alors oui, sans Interprochasse, je crois qu'on n'en serait pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est-à-dire le Interprochasse soutenu fortement par la filière élevage et M. Chastan, son président, et moi-même en tant que responsable de la section gibier pour les accouveurs, on s'est très fortement mobilisé depuis la fin octobre sur ce dossier-là. Et effectivement, nous avons été très bien écoutés par le ministre, par le cabinet du ministre, par les services de l'État, que ce soit les services centralisés à Paris ou que ce soit les services régionaux ou départementaux. On a vraiment eu une bonne écoute. Et on a eu la bonne nouvelle la semaine dernière que le ministre avait débloqué une enveloppe pour notre filière. Et ça, c'est la réussite, même si c'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Voilà. Je sors un peu du contexte Covid. En discutant tout à l'heure, vous m'avez expliqué qu'aujourd'hui, vous avez des poussins qui partent partout en Europe, et notamment en Angleterre, où on chasse énormément. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'en Angleterre, aujourd'hui, vous avez des oiseaux français, cocorico, qui viennent là-bas dans un pays de chasse? Bah écoutez, l'histoire avec nos amis anglais a démarré dans les années 90. Ils n'étaient pas producteurs de perdrix rouge, donc ils nous ont acheté des poussins perdrix rouge. On était très surpris, même très heureux. Et ensuite, ils nous ont commandé des faisans d'eau d'un jour. Et on leur a dit, mais attendez, votre réputation en Angleterre fait que c'est nous qui devrions nous approvisionner chez vous. Et en réalité, on leur a vendu quelques oiseaux, quelques milliers de poussins d'un jour. Et le ratio de cartouches tirées en Angleterre par rapport au nombre d'oiseaux morts, c'était un indicateur chez eux, est passé de 2 cartouches à 5. Ouais. Pourquoi? Parce que nos oiseaux étaient extrêmement plus volants, extrêmement plus sauvages que les leurs, pour des raisons que je peux vous expliquer, mais qui sont liées à la génétique, que nous, on a travaillé de façon, je dirais, scientifique, et qu'eux avaient fait de façon empirique, et qui avaient conduit leurs oiseaux à des oiseaux qui étaient beaucoup moins volants. Alors justement, par rapport à ça, une très grande qualité d'oiseaux. Pour autant, depuis 2 ans, les éleveurs de gibier sont régulièrement attaqués par des animalistes, par des courants, on va dire, extrêmes. Par rapport à ça, c'est quoi la réponse que vous leur donnez aujourd'hui? Alors, je crois que tous ces gens-là attaquent les éleveurs de gibier, mais en fin de compte, leur but final, c'est pas l'élevage de gibier, c'est la chasse. Et considèrent qu'en faisant disparaître les éleveurs de gibier, on fera disparaître la chasse. Donc les attaques que l'on a sont des attaques détournées. Je pense qu'on n'a pas du tout honte de ce que l'on fait. On n'a peut-être pas assez communiqué, je suis d'accord avec le président Chan qui dit ouvrons nos portes, montrons ce qu'on faisons, expliquons-nous, expliquons pourquoi on fait comme ça, et expliquons pourquoi on considère que demain il faudra faire différemment, parce que la société attend les choses. Mais l'élevage de gibier est une obligation du petit gibier. S'il n'y avait pas de petit gibier, il n'y aurait pas de chasse de petit gibier en France, et que donc on est utile. Moi je milite là très fortement, et vous voyez bien que j'arrive à un certain âge où il va falloir que je lâche le manche pour 2 axes de travail. D'abord un cahier des charges mais extrêmement complet et détaillé sur comment produire un gibier de qualité et comment éviter ces fameuses images qui nous sont extrêmement défavorables. Et un deuxième axe de travail qui est construire un guide de bonne pratique avec les fédérations des chasseurs, pour que la relation fédération des chasseurs, représentants des chasseurs, soit constructive avec les éleveurs et qu'ensemble on progresse et non pas à l'inverse, on se tire des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Très bien. Denis Borasso, merci beaucoup. On a été tout à l'heure voir un petit peu comment tout ça fonctionnait. C'est très impressionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de chasseurs qui n'ont jamais vu ça. Et quand on voit le travail qui est exercé ici, on aurait presque envie de dire ouvrons nos portes, vous allez voir ce qui est produit ici, qui est réalisé, qui est assez impressionnant. Je peux vous confirmer ça, et à chaque fois qu'il y a une vidéo qui nous attaque, et on a été personnellement attaqué l'année dernière, les hommes et les femmes qui travaillent dans nos entreprises sont touchés, sont attaqués au plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils considèrent qu'ils font les choses correctement, et que cette méconnaissance et ces attaques, je dirais, malvenues et malhonnêtes, je dis que c'est de la malhonnêteté même, les touchent au profond d'eux-mêmes parce qu'on a des gens passionnés et qui aiment leur métier et qui n'ont qu'une envie, c'est que les chasseurs soient contents et que la chasse dure et qu'il y ait du petit gibier. Voilà. C'est bien ça la finalité. Complètement. Merci beaucoup. Je vous en prie.